Je vais présenter Racha Salti en quelques mots. Je suis vraiment très très heureux de l'accueillir et je sais que je ne suis pas le seul ici à être particulièrement stimulé par sa présence. Racha est, comme toutes les personnes intéressantes, difficiles à définir ou à encadrer dans un simple statut. Elle est, en tout cas à mon sens, à la fois historienne de l'art, critique. Moi, j'ai encore souvenir récemment de textes remarquables qu'elle a écrits sur des artistes, y compris de la génération dite moderne, que ce soit la sculptrice Salwa Raouda Chouqaj dans le catalogue que la Tate moderne, pas dans le catalogue de la Tate, mais dans la revue Tate, etc., de la Tate moderne, et aussi d'autres artistes encore sur lesquels elle a écrit des textes magnifiques, comme Fateh Al-Moudares, le peintre syrien. Elle est aussi programmatrice, curatrice, et en tout cas, on pourrait même sans doute dire qu'elle est documentariste, en tout cas une nouvelle sorte de documentariste qui utilise l'exposition, curatrice-chercheuse, curatrice-monteuse, justement. En tout cas, le cinéma documentaire n'est pas tant pour elle un domaine étanche ou un simple champ d'études qu'un champ d'action, et par-dessus tout un outil de mobilité à tous les sens du terme. Et je citerai quelques dispositifs, justement, quelques événements dont elle est un petit peu quand même, juste pour terminer, qui pour moi sont importants parce que ce sont des événements qui ont marqué, à mon avis, le parcours de plusieurs curateurs, chercheurs, etc. Donc je citerai, sans te faire offense ni te gêner, je citerai le programme de la Tate moderne en 2011 qui s'appelait Mapping Subjectivity Experimentation in Arab Cinema from 1960s to Now. Et elle s'est aussi intéressée à la question du cinéma en territoire syrien depuis 2006 avec le programme de Roads to Damascus. Et je ne peux pas ne pas citer le projet d'exposition et de recherche plus large mené en collaboration avec Christine Khoury, qui s'appelle donc Past Disquiet, Narratives and Ghosts from the International Art Exhibition for Palestine 1978, qui a eu lieu au MACBA de Barcelone et à la Haus der Kultur in der Welt à Berlin. Et voilà, j'en finirai là simplement en disant qu'une nouvelle collaboration s'annonce aussi pour Racha et le département documentaire de Arte, pour lequel on se réjouit énormément, ne serait-ce que pour avoir davantage Racha auprès de nous à Paris. Et voilà, je lui laisse la parole pour qu'elle nous présente une traversée dans la revue Hiwar, et on dialoguera un petit peu autour de ça au bout de 15-20 minutes. Merci beaucoup Racha pour être ici. Merci beaucoup Mourad. Tu devrais écrire de la fiction et inventer des personnages. Tu étais presque crédible. Je suis aussi élève de Walid Rad. Donc, cette petite conférence que vous allez voir, en fait, Mourad a évoqué la Maison des Cultures du Monde à Berlin. Qui présente actuellement une très très belle exposition qui s'appelle Parapolitics. Et puis j'ai oublié le reste du titre, mais le grand titre c'est Parapolitics, qui n'est pas un titre qui inspire quoi que ce soit, mais c'est une très belle exposition où il y a des œuvres d'artistes contemporains ainsi qu'un aspect, un chapitre documentaire et archival justement sur le congrès pour la liberté culturelle, donc The Congress for Cultural Freedom, et l'implication de la CIA dans la production, dans le financement de ces revues, de ces magazines, et dans la création d'un front culturel qui résisterait au magnétisme du communisme. Voilà. Donc, autour des expositions, oui, je très crois, bientôt. Très bientôt. Voilà. Regardez sur le site. Oui. Alors, je me suis un peu occupée de la revue qui était publiée dans le monde en langue arabe, qui faisait partie de cette constellation de revues. Et la revue s'appelle Hiwar.
et qui veut dire dialogue en arabe. Et donc, ce que vous allez voir, j'ai changé un peu pour aujourd'hui, mais en gros, c'est une des choses qui sont exposées. Je vais essayer de faire un peu rapidement. Donc voilà, j'ai évoqué la Maison des Cultures du Monde pour expliquer qu'elle est en anglais. Je ne sais pas si ça va affoler les traducteurs. Je peux m'exprimer en français ou continuer en anglais, c'est comme vous voulez. Donc c'est traduit au français. Ok. Donc je. Ok. Donc en 1950, un groupe d'intellectuels a décidé de fonder cette chose qui s'appelle le Congrès pour les libertés culturelles, qui était une sorte de front pour contrecarrer l'étendue du communisme et du socialisme un peu partout dans le monde. J'ai mis cette petite affiche pour justement souligner comment les communistes mobilisaient les jeunes gens ou les gens. Et en même temps, ce qui est intéressant dans le groupe de gens qui ont fondé ce congrès, c'est que d'abord, ils n'avaient pas pensé à la CIA, mais ils étaient très souvent eux-mêmes des socialistes. Ils étaient juste profondément anticommunistes. Et donc, ils ont le congrès. Le premier congrès a eu lieu à Berlin en 1950. Et il a été suivi par un autre congrès, voilà, Congrès pour la liberté de la culture, à Paris. Et une organisation est née qui porte le même titre et qui est basée à Paris, qui a pris pour qui a installé son QG à Paris. Et éventuellement, la CIA et des fondations liées au ministère des Affaires étrangères aux États-Unis faisaient parvenir des fonds au CCF. Et il y a eu des interventions dans plusieurs domaines. Les arts plastiques, la musique, la danse, etc. Mais là où il y a eu un véritable effort d'intervention, c'était dans la production, l'édition de magazines et de revues culturelles. Donc, si vous voulez, je suis peut-être, quand on parle de subversion, de revues culturelles subversives, je suis très loin. Où là, on est un peu très loin de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il s'agit du tiers-monde, ou de ce qu'on nomme le Sud, le tiers-monde, etc., en fait, ces revues étaient à l'avant-garde, et c'est là où la modernité trouver ces définitions. Et ces revues ont fait donner place à de nouvelles formes d'écriture, à un nouveau rapport entre les arts visuels et les cris, et à différentes formes d'expression écrite. Je cite pour l'Amérique latine, mais issu de Paris, Mundo Nuevo, Hiwar donc de Beyrouth, Black Orpheus Nigeria et Transition Ouganda. La CIA ne faisait pas parvenir au rédacteur en chef des directives ou des instructions. Et je pense que quand on regarde la liste des auteurs qui ont participé dans ces revues, il y a
très souvent beaucoup de marxistes. Et c'est comme s'ils ne vérifiaient pas. Et le bureau du CCF, enfin, d'après une sorte de journal que le rédacteur en chef de Hiwar a laissé, le bureau du CCF en France, à Paris, n'exigeait, ou quand ils intervenaient, c'était surtout pour pousser chaque rédacteur en chef dans une région de traduire la matière produite ailleurs. Voilà, donc ça c'était le degré d'intervention. Le premier journal qui a été établi était le journal britannique Encounter. Après, il y a eu Quest en Inde. Et après, le CCF a voulu établir un journal en langue arabe. Le bureau, il y avait un bureau au Caire et un bureau à Beyrouth. Et ils ne se cachaient pas, ils se présentaient ouvertement comme les représentants de cette chose qui s'appelle le CCF. Au Liban, en Égypte et à Beyrouth, ils étaient très mal vus. Ils étaient perçus comme des agents des intérêts occidentaux. Et donc, aucun des écrivains arabes, des auteurs, des romanciers, des poètes, etc., ne les prenait au sérieux ou voulait se rapprocher d'eux. Et donc, quand ils ont décidé de vraiment prendre au sérieux et de fonder cette revue en langue arabe, ils ont commencé par un congrès énorme qui a rassemblé, je crois, la plupart des écrivains en langue arabe qui étaient en vie, qui a eu lieu à Rome. Et c'est là où à la fois la CIA, le bureau de la CCF à Paris et leurs agents arabes ont tenté de recruter quelqu'un. Un rédacteur en chef. Voilà, un rédacteur en chef. Alors, dans la photo, il y a des personnages assez importants dans l'histoire très récente des lettres dans le monde arabe. Je commence par extrême gauche. Badr Shakir Sayab, peut-être le poète arabe le plus important, contemporain. Il est celui qui a modernisé le vers, qui a libéré le vers, qui a été un des fondateurs de la poésie libre. Il est irakien. Il a commencé. Il était membre du Parti communiste. Il était très très pauvre, très souvent puni pour ses convictions politiques. Et il a fait beaucoup de prison. Il a été torturé et il était déjà de santé très frêle. Il était très souvent malade. À un moment donné, en 1958, les communistes sont arrivés au pouvoir en Irak et dès qu'il a exprimé sa critique du régime. Il a été très fortement châtié. Et donc, il a fait un renversement. Et il a publié dans un journal sur un an, je crois, une fois par semaine, un article qui était très critique des communistes. Ces articles sont profondément inégaux. Très souvent, c'est des crises de colère, c'est des potins, c'est des Monsieur X se couche avec sa secrétaire, etc. Donc ce n'est pas très sérieux, mais bien sûr, il est devenu l'intellectuel arabe le plus important aux yeux de la CIA. Et il ne savait pas comment dealer avec lui. Il était un excellent traducteur, donc il a traduit Ezra Pound, il a traduit T.S. Eliot, qui ont été vraiment fondateurs non seulement de la poésie moderne. Moi, j'ai une petite théorie que c'est la poésie, surtout de Badr Shakir Sayab et les poètes qui l'ont suivi dans la poésie libre, ont été les fondateurs de la peinture moderne et du cinéma. Parce que leur poésie est une poésie d'image, d'iconographie. Et
on ne peut pas regarder un film palestinien sans avoir... bien sûr qu'on peut, mais quand on a lu les poèmes de Mahmoud Darwish et qu'on regarde les films palestiniens, on trouve très souvent, tout simplement, une image qui est dans un poème, on la trouve à l'écran. Voilà. Et c'est le cas pour la plupart... Enfin, oui, donc ça c'est ma petite théorie, mais on n'est pas là pour ça. À côté, il y a Jabra Ibrahim Jabra, qui a un cigare, qui est un écrivain palestinien, aussi peintre, aussi poète et critique. Et il est palestinien de Bethléem. Et après 48, après la Nakba, la catastrophe de la Palestine, il s'installe à Bagdad. Et il est rédacteur en chef d'une revue magnifique qui s'appelle Les gens et le pétrole, et qui est financée par la British Petroleum et qui est très intéressante. La British Petroleum a en fait distribué des caméras 8 mm et 16 mm aux gens de Bagdad pour qu'ils se filment, pour qu'ils documentent leur vie. Et cette archive existe aujourd'hui et ça fait partie de l'archive de la BP, quelque part en Angleterre. Et donc cette revue aussi était un espace d'expérimentation de l'écrit et du visuel. Jabra ne voulait pas le poste de rédacteur en chef pour la revue du CCF. Bader Shakir Sayab voulait faire partie de cette revue, mais n'avait pas l'énergie d'être rédacteur en chef. Et donc, à côté, ça c'est John Hunt, et à côté, donc extrême droite, c'est Unsil Haj, un poète libanais très connu, qui était très intéressé par le poste. Mais il y avait une autre personne beaucoup plus influente qui était aussi intéressée par le poste, et c'était un poète libanais qui s'appelait Youssef El-Khal et qui était le rédacteur en chef de la revue Sha'ar. Sha'ar en arabe veut dire poésie. Et cette revue poésie qui était publiée de 58 jusqu'à 64, et puis qui a repris de 67 à 71. Elle a été capitale, et Youssef El-Khal avait une sorte de position, il était comme un pape de la poésie dans le Levant. Il était d'origine syrienne, installé à Beyrouth, et sa famille avait une imprimerie, donc il pouvait imprimer cette revue sans trop que ça lui coûte beaucoup. Mais il décidait qui était poète et qui n'était pas. Et il était marié avec une peintre, Helen Khal, qui faisait de l'abstraction, qui faisait du Mark Roscoe, en même temps que Mark Roscoe. Je ne sais pas si Mark Roscoe était au courant, c'est pas trop grave. Mais donc elle avait une galerie d'art, et il a essayé aussi de devenir le pape qui décide qui est artiste et qui n'est pas. Et à la fin, pas à la fin, très vite, ils ont divorcé. Et Youssef a pris la direction de la galerie, et bien sûr, comme il n'avait pas l'œil, ça n'a pas marché du tout. Mais à Beyrouth, il y avait une quantité de revues étourdissantes, et qui représentaient tous les courants politiques à cette époque-là. Et aussi, on imprimait, comme Beyrouth et le Liban. Beyrouth était, comme on dit, une ville ouverte. Et l'édition était très, très importante. Je crois qu'il y avait 250 imprimeries pour une population 250 imprimeries au Liban pour une population de, je ne sais pas moi, 1,2 million. Donc, l'édition était une économie importante. Les Irakiens, les Koweïtiens imprimaient au Liban, et parce que la revue n'était pas comme ça, la revue n'était pas censurée dans le pays, et elle venait elle entrait dans le pays comme une importation culturelle
qui avait plus de marge de liberté. Voilà, donc dans tout ce foisonnement de revues, est-ce qu'il y avait de la place pour le CCF? Je vais plus vite que ma présentation. Là, on est à... est-ce qu'il y avait de la place pour le CCF? La chose à retenir, c'est que toutes ces revues, d'abord, ne payaient pas leurs auteurs. Et que les contributions étaient... Donc les auteurs devaient travailler, faire autre chose pour vivre, de un. Et de deux, elles dépendaient de publicité. Et très souvent, pour survivre, elles dépendaient surtout de mouvements politiques. Voilà, c'est pendant la guerre froide, la manière dont les tensions de la guerre froide se sont déclinées dans le monde arabe, ce n'est pas les communistes contre les Américains ou les libéraux ou les centristes. Oui, on avait des gauchistes qui étaient anticommunistes, et c'est surtout... on avait des courants, donc il y avait un courant pan-arabe qui était incarné par Nasser, le président égyptien. Et puis il y avait dans le Levant, donc Syrie, Liban, Palestine, un autre courant qui trouvait qui prônait pour la grande Syrie, qui serait l'unification de la Palestine, du Liban et de la Syrie. Il y avait aussi, et donc c'était des nationalismes locaux, régionaux ou ultra-régionaux. Il y avait ces tensions-là. Et à l'intérieur de ces mouvances, il y avait deux choses. Il y avait le marxisme, il y avait la question de la Palestine. Par exemple, le mouvement... marxiste palestinien le plus radical, le plus radical dans à gauche, le Front populaire de la libération de la Palestine, donc qui est un accouplement de nationalistes arabes avec des marxistes, est né sur le campus de l'université américaine de Beyrouth. C'est pour dire que l'université américaine de Beyrouth, où les choses n'étaient pas un endroit où on fabriquait des espions ou des gens qui ne parlent que l'anglais et qui ont des identifications occidentales libérales. À un moment donné, Simon Jarji, qui était un anthropologue syrien qui enseignait à Genève, et John Hunt, rencontre Tawfiq Saïr pendant la conférence de Rome avec tous les écrivains et les auteurs arabes. Et soudain, il semble comme le candidat parfait pour être le rédacteur en chef de cette nouvelle revue. Tawfiq Saïr est né dans une famille protestante en Syrie. Mais quand il était très jeune, sa famille a déménagé en Palestine et donc il s'identifiait beaucoup plus que palestinien que syrien. Son père étant prêtre protestant, il a accès à toutes sortes d'associations et de fondations pour trouver une bourse pour son fils, pour tous ses fils, pour qu'ils étudient ou soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et Tawfiq Saïr a étudié l'arabe, la littérature arabe et la langue arabe. Et il a été dans Jerusalem College, American University of Beirut, Cambridge et Harvard. Donc, et au moment où Simon Jarji et l'équipe du CCF l'interpellent pour le poste de rédacteur en chef, il est basé à Londres, il enseigne à l'université de Londres et il est prof.
Il a déjà publié, il s'intéresse beaucoup à la poésie, et il a déjà publié quelques traductions de poètes en langue anglaise. Et donc, il accepte le poste. Et la chose la plus étrange dans cette histoire, c'est que dès qu'il accepte le poste, il commence à tenir un journal. Et ce journal, qui commence le 7 avril et qui se termine le 31 juillet en 1962, donc c'est vraiment la période des préparatifs. C'est la période quand il va à Beyrouth, il cherche un endroit où vivre, il fonde l'équipe, il prend un bureau et il fait des deals avec les imprimeries. Je ne sais pas, ça va rester un mystère pour moi, cette histoire de journal, parce que j'imagine qu'il s'est arrêté d'écrire parce qu'il a soudain eu beaucoup plus à faire qu'avant, que pendant qu'il préparait. Mais même la manière dont le journal est écrit, c'est comme des notes télégraphiques, c'est comme des mots-clés, et pour qu'ils se souviennent de ce qui se passe. Et ce que ce journal montre, c'est combien les gens au Liban, en Égypte, en Syrie, ont des doutes par rapport au CCF. Personne ne pointe la CIA du doigt, personne ne dit CIA, mais il doit faire beaucoup pour convaincre et mobiliser des gens autour de lui. Et comme il commande beaucoup, les gens le respectent énormément parce qu'il est prof, parce qu'il a été à Harvard, Cambridge, machin, parce qu'il traduit très bien, et parce que il est aussi poète et sa poésie est très intéressante. Donc il arrive à dissuader les doutes, à dissiper les doutes des gens. Et donc son ambition, c'était d'abord, il a beaucoup insisté que le journal s'appelle Dialogue parce qu'il croyait qu'il pouvait créer cet espace à l'intérieur du monde arabe où plusieurs courants politiques, idéologiques peuvent parler. Un espace où les nouvelles formes d'écriture peuvent trouver un endroit pour s'exprimer, et aussi un espace où les artistes, les plasticiens ont une place, c'est-à-dire que lui, il faisait des commandes aux plasticiens. Et il invitait des artistes à écrire sur d'autres artistes. Et donc, a changé un peu les donnes pour l'écriture sur l'art. D'ailleurs, apparemment, une rubrique très drôle qui s'appelait Marge, ouais. où c'était un montage de fragments de statements idéologiques de l'État, de la presse, du discours idéologique, des discours tourné dans officiels. Un montage de fragments pour en démontrer l'absurdité. Oui. Voilà. Dès la naissance du journal, il y a eu des attaques entre la presse à Beyrouth et la presse en Égypte. Il a tout le temps dû faire face à des critiques très sévères. Les contributeurs étaient très contents. Ceux qui participaient au journal étaient très contents de participer. Ils trouvaient que c'était beau. Et ils étaient très contents des rémunérations. C'est-à-dire que le budget annuel de cette revue était de $17 000. En 1962, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. À un moment donné, en 1966, je crois, dans un article de New York Times, le premier article apparaît dans le New York Times qui suggère que le CCF est en fait un front pour la CIA. Et c'est un article qui ne présente pas des preuves. Un article qui paraît aux États-Unis dans le New York Times, aux États-Unis. Et peu de temps après, un autre papier aussi dans le New York Times présente des preuves. Finalement, en 1967, Hiwar est nommé
comme étant un des journaux principaux du CCF et qu'elle est financée par la CIA. Tawfiq est bien sûr est choqué. Et il décide de fermer le journal. Il présente sa démission et il va à Berkeley, en Californie, pour enseigner. Et un an plus tard, il est mort dans l'ascenseur de l'immeuble où il habite. Et à cette époque-là, les ascenseurs avaient comme des petits sièges. Et donc, ils l'ont trouvé assis sur un siège avec un sourire, mais figé, mort. La famille l'a enterré comme s'il s'était suicidé. C'est-à-dire que le corps est resté à Berkeley. Ils ont fait des funérailles factices à Beyrouth, mais il n'a pas été enterré comme les autres grands poètes ont été enterrés. Voilà. Et donc on se demande jusqu'à maintenant s'il ne s'est pas suicidé. Voilà. Dans ce petit journal qu'il a laissé, tous les rendez-vous sont dans des cafés. Et donc on a une des choses très très belles, c'est vraiment une cartographie informelle des cafés de Beyrouth. Et on se rend compte combien les gens passaient du temps dans le café, mais pour débattre de questions, pour séduire. Des poèmes sont écrits dans des cafés et des chansons sont chantées la première fois dans des cafés, des dessins, des esquisses qui vont devenir des toiles. C'est vraiment... je connaissais un peu le mythe, mais je me rendais pas compte de l'étendue de cette chose. Je voulais signaler ce monsieur Brahim Jabra parce que Tawfiq Sayer, au fur et à mesure que le journal paraissait et qu'il était très riche et qu'il recevait à la fois, il était la cause de la colère de certains, du mépris de certains et de l'admiration d'autres. Tawfiq Sayer a eu de moins en moins d'amis, de véritables amis pour le soutenir. Et Jabra était un des rares qui était là. Et il s'était aussi lié par T.S. Eliot. Jabra était toujours à Bagdad Il était à Bagdad, mais le journal était imprimé à Beyrouth, donc il faisait des va-et-vient. On allait en voiture à cette époque-là et c'était assez facile, en fait. Peut-être la contribution la plus radicale de Hiwar, c'est le fait qu'il a découvert un écrivain soudanais, Tayyip Saleh, qui a écrit Seasons of Migration to the North, saison de migration vers le nord, qui est considéré pour nous, dans le monde arabe, comme le roman postcolonial fondamental. Et c'est l'histoire d'un immigré soudanais en Angleterre. Et c'est aussi un roman profondément érotique. Enfin, moi, je dirais misogyne, mais à l'époque, on ne posait pas ces questions. Voilà. Et le roman a été publié dans son intégrité dans 2 numéros de Hiwar. Et c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et quand on a demandé à Tawfiq Sayer comment il a osé faire cette chose, il a dit quand j'ai commencé à lire les chapitres que Tayyip Saleh m'a envoyés, je n'ai pas pu m'arrêter. Et je voulais que le lecteur ait cette expérience aussi. Y compris avec les artistes visuels soudanais, puisqu'on retrouve Ibrahim El-Salahi en couverture aussi. Oui, donc c'était... Tawfiq avait connu Ibrahim El-Salahi et il l'a présenté à Tayyip Saleh, ils sont devenus des amis à vie. Et Ibrahim El-Salahi a dessiné les couvertures des romans de Tayyip Saleh. Ça, c'est la gueule de Hiwar après qu'un homme, un graphiste et un galeriste très important qui s'appelle Waddah Faris
a rejoint l'équipe. Waddah est un personnage mythique. Haut en couleur. Haut en couleur. Il est moitié irakien, moitié syrien. Il vivait à Beyrouth. Il est graphiste. Il est un graphiste génial, juste génial. Mais il voulait faire beaucoup de choses, un peu comme moi. Mais alors il avait une galerie et c'était la galerie d'art qui avait présenté l'art arabe à Beyrouth, dans un Liban très pris par sa libanité. Donc il était quand même il a constitué un espace très important à Beyrouth. Il y a encore des gens qui se souviennent qu'il est irakien, tu crois, ou tout le monde le prenait déjà pour un Libanais? Ça dépend de combien il a bu, parce que le whisky ramène l'accent irakien. Exact. C'est sur ça que je voulais t'amener. Mais après, il était à Paris. Quand la guerre civile a éclaté au Liban, il avait une galerie à Paris. Il a réouvert une galerie. Qui a présenté des artistes modernes arabes à Paris. Galerie Faris. La galerie Faris, oui, qui était assez importante. Voilà, donc là, quelques couvertures et je veux parler si j'ai dépassé le temps, tu me diras, là, ça c'est peut-être oui, ça c'est le moment le plus important pour moi. Donc, Bedel Shak El Sayab, grand défendeur anticommuniste, enfin, comme on dit, en anglais on dit un cold warrior, un guerrier froid, de la guerre froide. Et très passionné dans son anticommunisme. Anticommunisme de gauche. Anticommunisme de gauche, et qui tombait tout le temps malade, et qui est décédé, triste, dans un hôpital à Bagdad. Mais avant de mourir, il avait une infection au poumon, et il a dû passer beaucoup de temps dans le lit de l'hôpital. Et avant de mourir, il croyait qu'il se rétablissait. Et il envoie une lettre à son ami Tawfiq Saïr pour lui demander de lui envoyer de cette poudre, Dermont. Justement pour les blessures qu'on a quand on est allongé dans le lit pendant très longtemps. Voilà. Et ça risque des infections, etc. Et que apparemment cette poudre n'était pas du tout disponible à Bagdad. Et donc il lui dit, je te supplie, achète 4 boîtes et envoie-les tout de suite. Si tu es mon ami, si tu veux m'aider, etc. Il demande ça à Tawfiq Saïr, le rédacteur en chef de Hiwar. Le rédacteur en chef de Hiwar. Et puis il est décédé quelques mois plus tard. Et Tawfiq préparait le numéro de Hiwar. Il voulait dédier des textes pour lui faire un hommage. Et Waddah Faris était dans son bureau et il lui avait demandé de faire un dessin. Donc Waddah vient pour livrer son dessin. Et ils étaient dans le bureau de Tawfiq Saïr, il y avait plein de papiers. Waddah commence à farfouiller partout parce qu'en fait il fait ça aussi quand il vient chez moi. Et il trouve cette lettre. Il lui dit, oublie mon dessin, publie cette lettre. Et cette lettre, je pense, c'est un geste extraordinaire parce qu'on est dans les années de gloire économique dans le monde arabe. Les années 60 et 70, c'est des années de croissance. C'est des années de richesse. C'est des années où les Arabes se croient très très forts. C'est des années où Beyrouth, la culture foisonne, il y a les revues des galeries d'art, les gens achètent de l'art, les gens lisent les journaux, les jeunes hommes vont au front pour lutter pour la Palestine. Et ce poète souffre. C'est ce poète qui avait accès à, peut-être pas à un salaire, mais à une forme de revenu. Juste accéder à cette fameuse poudre, quoi. Et cette poudre. Et il meurt de douleur. Il meurt laissé seul. Il meurt... c'est vraiment l'homme le poète qui a installé
un des plus gros piliers de la modernité, de la conscience, du désir de trouver des formes modernes dans le monde arabe. Et cette couverture, c'est ce qui reste, c'était son vécu. Et c'est pour, voilà. Et je trouve, juste pour ça, je pardonne la CIA. Non, mais juste pour ça, je pense qu'il faut, en tant que geste, c'est la première fois que le vécu de l'auteur, tu parlais de documenter, mais le vécu, le réel, est là. Il est placé en couverture et sans masque et sans fioriture, etc. Et je trouve ce geste extraordinaire. Je peux m'arrêter là, je peux faire continuer la présentation si tu veux qu'on discute. Après, je vais juste, il y a juste un petit aperçu sur ce que publiait Hiwar. Je ne me suis pas amusée à traduire des choses, mais c'est juste... mais si tu veux, on peut commencer. C'est peut-être un bon moment pour marquer un temps de relance. Merci infiniment, Racha. Pour la petite anecdote, on a fait rentrer récemment dans les collections de la Tate le portrait de Bad Shakil El-Sayab par le peintre syrien Marwan, qui lui n'était jamais rentré dans son pays, mais en tout cas la figure du portrait du poète disparu très tôt fait partie aussi d'autres réseaux comme ça, d'une peinture qui rentre dans la collection d'un musée par exemple. Donc c'est intéressant, mais je crois que de toute façon son héritage en tant que poète mérite largement d'être à nouveau rediffusé et révélé, quoi, parce que je veux dire, on ne reconnaît. Il est très traduit, il est très bien traduit aussi. Ouais. En français, en anglais? En anglais. En anglais. Écoute, moi je pourrais poser beaucoup de questions, mais en même temps, mes questions principales, je les ai un peu distillées par mes remarques subreptices. Notamment sur comment une telle revue peut non seulement, entre guillemets, rallier l'Irak dans un espace, dans l'utopie de l'unification entre Syrie, Liban et Palestine, comment l'Irak s'invite, entre guillemets, comment l'Irak arrive aussi là-dedans à travers le Sayab, et aussi ensuite pour s'étendre jusqu'à des connexions avec le Soudan. Donc en tout cas, toutes ces connexions que tu as montrées sont quand même fascinantes et encore inspirantes pour nous aujourd'hui. Et effectivement, moi, la référence à la revue Oil and People, la revue financée par British Petroleum, aussi très intéressant, parce que moi, ça me provoque un écho avec l'Iran, où les compagnies de pétrole britanniques implantées en Iran en arrivaient aussi parfois à engager des cinéastes iraniens sans savoir que ces cinéastes allaient vraiment devenir la première génération de cinéastes d'avant-garde à l'époque du Shah, en fait, mais qui ont été très souvent, à qui c'est souvent les compagnies de pétrole étrangères qui ont donné les moyens de produire des films, et voilà, donc une espèce de critique intérieure ou de zone de collaboration officielle, mais après à l'intérieur pouvaient émerger des œuvres, en fait, des œuvres. Je pense aux photographies de Latif Al-Hani, le photographe irakien, qui était aussi entièrement financé au début par la compagnie de pétrole et qui s'avère évidemment une œuvre qui va bien au-delà de quelqu'un qui ne fait que documenter pour une compagnie de pétrole. Mais ça, malheureusement, souvent, on le découvre un demi-siècle plus tard, quoi. Le photographe, c'est, si tu veux, toi, ici à Paris, qui le découvrais, mais je crois qu'il avait beaucoup de sens à l'époque où il faisait... Latif ? Oui. Non. À sa propre époque, oui. Et après, comme très souvent, une Oui, longue période d'oubli, et oui. puis ensuite une période, on va dire, de redécouverte. Mais bien sûr qu'à son époque, ces images circulaient, d'autant plus que les gens les déchiraient pour les coller dans les cafés, et ça se mélangeait aussi avec des pages de magazines encore plus coloniaux, où il y avait vraiment le American Way of Life ou le British Way of Life qui se retrouvaient placardés dans des cafés de Bagdad à côté des photographies de Latif qui, elles, montraient plutôt l'émergence des femmes, les progrès de la société civile, etc. Disons que je pense que c'est-à-dire ce département dans le ministère des Affaires étrangères
qui était de promouvoir la culture et d'essayer de contrecarrer la séduction du communisme et de l'Union soviétique. C'est comme ça que Dizzy Gillespie a voyagé dans le monde et il est venu chez nous. Et donc, ils refusaient le Civil Rights Movement battait son plein aux États-Unis, mais le ministère des Relations étrangères présente Dizzy Gillespie comme un produit américain dont ils sont fiers pour voilà. Ça, c'est les contradictions. Mais pour moi, je pense que la prochaine, la nouvelle étape, c'est justement tenter de recevoir cet héritage, porter cette mémoire et cette transmission avec un regard critique et la réinscrire dans un contexte de production intellectuelle, de production poétique, où nous ne sommes pas, où la binarité Occident-Orient, CIA, petit rédacteur en chef passif arabe, c'est en dehors de cette binarité. C'est-à-dire que nulle part dans le journal de Taoufir Sayer, il y a référence à la CIA. Mais à force de s'asseoir avec des gens qui doutent des intentions de la CCF, tu te dis, sûrement quelqu'un a dit CIA. Sûrement, c'était là, c'était devant eux. Et je pense que lui, il a cru. On prend leurs sous et on fait ce qu'on veut. Et en fait, c'est ce qu'on continue de faire. Tu sais, à Beyrouth, comment on est? On prend les sous des Américains, des Français, des Italiens. On fait ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire, et on fait ce qu'on veut. Et si on nous attrape, tant pis. Si on ne nous attrape pas, tant mieux. Et je crois que c'était cette illusion. Le problème, c'est que ces choses-là, c'est comme tirer des coups. Tu ne peux pas accumuler pour construire quelque chose. Et la question de la transmission devient réelle. C'est-à-dire que Hiwar, moi j'ai trouvé chez un mec qui vend des livres usés. Ils étaient tassés sur un coin. Ce n'est pas le journal dont on parle quand on parle de cette période. On parle de Shah, on parle d'autres, de celui qui était attaché au Parti communiste, de celui qui était financé par Nasser et l'Égypte, mais on ne parle pas de Hiwar. Alors que Hiwar, non seulement avait invité les mêmes personnes à contribuer, mais en plus d'eux, il y avait des entretiens avec Jean-Paul Sartre, avec Georg Lukács, avec Ngugi wa Thiong'o, voilà. Donc Hiwar était encore allé plus loin. Mais voilà, mais à cause de ce tabou, je crois, de cette histoire triste, c'est tombé, c'est un peu oublié. Est-ce qu'on passerait à quelques questions de l'assistance? Oui, c'est le bon moment, Zaya, pour passer à l'assistance, pour ne pas vous frustrer. Racha a encore beaucoup de choses à dire, mais oui, justement à travers vos questions. Oui, justement, tu as dit ta difficulté à trouver ces archives. Alors, tu as dit au départ que tu étais un peu élève de Walid Rad, donc la fiction. Je voulais juste constater à nouveau que tu as donc mené une enquête, tu as fait un travail de recherche, tu t'es documenté. Et la question que je voulais te poser, évidemment, c'est tout ce travail que tu fais sur les modernités arabes. Comment tu vois, tu envisages cette perspective qui serait qu'un jour on puisse enfin ne plus être confronté qu'à des objets qui ont été recouverts, qui ont disparu, qui sont planqués derrière une porte. Quelle perspective tu vois pour ces archives?
Voilà, je sais que tu n'es pas la seule, mais quand même, c'est ton travail constant, constant, constant. Tu vas dans des endroits, tu mènes des enquêtes, tu l'as fait à Paris, tu le fais partout dans le monde, et que deviennent ces objets? Voilà. Et qu'est-ce que tu pousses pour que ça avance? À un moment donné, je crois qu'ils vont se transformer en écrits, donc en livres. Pour moi, peut-être, ça va aussi devenir de la matière pour de la fiction. Mais quand tu dis que je ne suis pas la seule, mais alors là, je ne suis vraiment pas la seule. C'est-à-dire que le nombre de projets qui sont faits dans plusieurs domaines. Dans le cinéma. Donc, tu as du cinéma documentaire qui enquête un passé proche et qui est magnifique parce que qui se présente dans une langue et dans une forme cinématographique très peu conventionnelle. Tu as des commissaires d'exposition qui présentent des choses qui présentent le produit de leur recherche en exposition, etc. Et même dans l'académie, enfin, je suis très sollicitée pour donner des séminaires. Et donc, c'est-à-dire que je ne suis pas marginale dans une marge quelconque et considérée comme une femme avec des aspirations étranges. Mais tout ça, je crois que ce n'est pas vraiment les objets. Tu sais, je crois on essaye de s'écrire à nous-mêmes. Donc, et on essaye de saisir notre actualité, notre présent, je me suis intéressée à Hiwar justement parce que la discussion complètement caduque sur le financement de la culture chez nous, dans le Sud, il m'énerve tellement. Et j'ai été dans le cas extrême, la CIA qui finance quelque chose, et c'est prouvé et tout. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a amené à ce journal. C'est pourquoi et ça m'a beaucoup rassurée. Enfin, je crois que, oui, ça m'a beaucoup rassurée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ces œuvres que vous faites et qui en fait portent en elles le document. C'est ça. C'est-à-dire que moi je trouve que je produis plus une poétique qu'une connaissance. Et je crois que ce qui est aussi important dans ce qu'on fait, c'est l'affect. C'est-à-dire moi je ne cache pas l'émotion. Je ne voudrais pas ne pas l'écrire. Voilà. D'autres questions, des remarques, d'autres affects? Ce qui vient d'être dit là, c'est fort quand même, toi. Didier? Votre travail, c'est passionnant, parce que ça croise trajectoire individuelle et période, contexte. Et ce qui est intéressant, c'est que la guerre froide arabe est souvent réduite, c'était même le président de Ayyoubi qui a été assassiné, la Malcolm Kerr, qui a fait un très beau livre, c'était Riyad contre le Caire. Et là, c'est une autre chose. Et Morad le disait, c'est arrivé partout où des intellectuels de gauche, par anti-Union soviétique, se retrouvent à être, en France, on pourrait dire force ouvrière, enfin bref, toute une histoire comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est donc de creuser cet aspect-là avec les différentes formes, nationalisme syrien, les anciens nationalistes arabes qui deviennent marxistes, je sais pas quoi. C'est passionnant. Alors moi, j'aimerais bien savoir, quand je lirai votre livre, c'était qui les gens du bureau du Caire, de El Hiwar,
des intellectuels. Sur Sartre, ça vient de me venir maintenant, il y a un numéro de Et-Talia, la revue officielle de gauche des Nassériens. Ils accueillent de Beauvoir et Sartre, ils l'interviewent, c'est dithyrambique, alors que Sartre est très pro-Israël, mais ça on n'en parle pas. Et ce serait pas mal peut-être de comparer ce que dit Sartre dans El Hiwar ou dans Hiwar et dans Et-Talia. Et vraiment, c'est passionnant. Alors, une autre question aussi, puisque les Américains commencent à ouvrir pas mal d'archives. Je pensais pas à celle de Kennedy, mais là, il y a récemment sur l'Indonésie ou sur l'Iran, le coup d'État contre Mossadegh, etc. Est-ce qu'il y a des archives qui ont été ouvertes américaines, quoi, pour voir sur l'histoire on prend l'argent. Alors, le Tamwil Agnabi, c'est un sujet, le financement étranger, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, surtout en Égypte. Sulfureux. Qui reçoit le plus d'argent. Voilà. De partout. C'est compliqué parce que, y compris ceux qui sont contre le financement, sont peut-être des intégristes de l'intégrité et pas seulement des nationalistes obtus. Je suis désolé de dire ça parce que j'ai quand même quelques amis qui, des fois par bêtise, veulent pas participer à un projet à Barcelone ou à Malte à cause de... Mais parce que c'est quand même pas des questions, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et quand on voit l'histoire de la société civile et les financements c'est très très compliqué chez les intellectuels, la société, les ONG, etc., etc. En tout cas, c'est fabuleux. Moi, je suis très content d'avoir entendu et j'attends de lire la production, quoi. Voilà, j'arrête. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Le bureau du CCF au Caire n'a pas duré très longtemps. Et il publiait une sorte de bulletin d'information. Et il a été, je crois qu'il a duré 1 an et demi ou 2 ans. Au début, le CCF voulait que la revue soit basée au Caire, mais dès qu'ils ont trouvé Taoufir Saïr, ils se sont rendus compte que ce serait impossible. Et puis Beyrouth, justement, comme c'était une ville ouverte, présentait tellement d'atouts. Et c'était... Voilà, la Syrie était à 2 pas, la Palestine, la Jordanie, etc. Vous avez dit une chose, j'ai oublié maintenant. Vous avez dit une chose qui m'a fait tilt, et puis c'est parti, mais c'est l'état de mes neurones. Sur les nationalistes obtus. J'aime bien ça, c'est la couverture du dernier numéro. Et ce que j'adore, c'est que l'artiste, en fait, c'est Subhi Tinnawi. Donc c'est un artiste qui ne se savait pas artiste parce que c'est le dessin sur le verre. C'est très traditionnel. C'est un monsieur qui faisait ça dans le vieux Damas. Et à un moment donné, au Maroc, on parlait beaucoup de lien entre la modernité, l'art moderne et les arts populaires, parce que l'abstraction venait de l'art. On a parlé juste avant que tu arrives. Oui. Et donc, ça prend quelques années, et puis ça arrive au Liban, en Syrie, au Levant, et on décide, on va chercher les arts populaires. Il trouve ce monsieur, et il lui déclare c'est un très grand artiste. Et voilà, et c'est un des plus chers. Il maintenant. est dans plusieurs collections maintenant. Ouais. On visite une collection privée à Beyrouth, maintenant on le voit. Absolument. Ouais. Et donc le fait que Waddah ait choisi de le mettre en couverture n'est pas inintéressant. Il dessinait il redessinait des scènes d'un roman, d'un poème épique amoureux, qui était un peu l'histoire de c'est un peu notre version de Roméo et Juliette. Et c'est Antar et Abla. Donc Antar est un cavalier glorieux, viril, et Abla est une très belle femme dont le destin est de rencontrer Antar. Et il y a plein de choses qui se passent très 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 profondément ennuyeuses. Mais c'est l'homme et la femme, quoi. Et ça, c'est le portrait de Antar. Voilà. Super. Zaya, Ah oui, mais donc, je ne sais pas si on prend encore des questions ou pas. Je me rends pas compte du timing. Vu qu'on a dépassé, je ne sais plus où on en est. J'ai vu juste la dernière phrase qui était la remarque de Unsi El Haj
quand il a su que, quand Hiwar a été, l'aventure de Hiwar était close, il a dit qui va rire de qui dans ce jeu? Les marxistes qui ont pris des sous qui ont été financés par la CIA pour disséminer leurs idées, ou la CIA qui a amené les marxistes à écrire dans un journal américain. Voilà. Et c'est quelque part une des choses les plus vraies de cette expérience. Je vous remercie et voilà. Merci Morad. Merci. Je veux redire à Racha que quand elle le pourra, quand elle le voudra, j'espère on pourra à nouveau l'accueillir ici à l'INHA comme chercheur. Vous l'avez fait un séjour de 3 mois pour mener ce remarquable travail qu'elle a fait sur les archives du musée, de cette utopie que fut le musée d'art moderne palestinien. Voilà. Donc je voulais... Le musée de résistance de Salvador Allende. Voilà. Donc je voulais la remercier pour cela. J'étais censé dire un dernier mot de clôture, je vais le dire de manière un peu rapide et l'évacuer comme ça. Tu as donné une définition de la revue, je trouve, qui résonne très très bien. Tu as dit s'écrire à soi-même. Je ne sais pas si ceux qui l'ont... Mais je trouve que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pendant ces 2 journées, on a surtout montré des produits qui sont des objets, des revues critiques et culturelles, mais qui sont en fait constamment, on l'a écrit dans plusieurs textes de présentation, des communautés en lutte qui ont besoin en fait de répondre à la fois d'une communauté et en même temps des personnes qui sont prises dans un conflit qui est qu'aussi, ils sont des artistes, ils sont des écrivains, ils sont des poètes, ils sont des philosophes. Voilà. Je voulais juste vous remercier tous d'avoir suivi ces 2 journées, infiniment. Remercier aussi les traducteurs qui ont été remarquables pendant ces 2 jours. Voilà. Merci. Vous informer que même si vous êtes pressé de rentrer chez vous, il y a un petit cocktail et des petites choses à manger qui vous attendent. Remercier Maxime profondément, merci. Remercier toutes les équipes qui ont participé à ces journées et vous dire qu'en fait très vite, et je suis ravie que Marianne soit présente ici, elle a suivi ce colloque pendant ces 2 journées, parce que la publication est censée arriver assez vite de ce colloque. Et voilà, j'ai beaucoup appris en fait sur cette question des revues. Il me semble que les exemples que tu as donnés là, par exemple Hiwar, nous ne l'avions pas dans notre recensement. C'est à partir de ce que tu nous as donné qu'on a été regardé. Et donc c'est exactement ce que tu dis, c'est que nous on recense ce qui d'une certaine manière est encore un peu visible ou possiblement visible. Voilà. Et un peu aussi pour certaines revues que vous avez montrées ce matin, parce que certaines sont dans des collections privées, on a quasiment peu de référencement. Et on voit aussi à quel point les internationales, les modernités en fait, les modernités ont été sacrément recouvertes à partir du courant des années 80. Ce que vous venez de dire là, par exemple, sur la question de la tradition, alors moi, ça m'a fait rire au fond. Je me suis dit, en fait, il y a eu un magicien de la Terre bien avant magicien de la Terre. C'est-à-dire que se poser ces questions-là, on les voit très très tôt dans tous les territoires coloniaux, se pose toujours la question de que faire de cette modernité et de ce qui serait propre au territoire. Voilà. Et ça, je trouve que il y a une anthologie à faire de tout cela qui n'a jamais été faite. Voilà. Et je trouve que les revues en témoignent beaucoup par leur aspect fragmentaire. Et voilà. Merci beaucoup à vous tous. Et voilà. Quelqu'un aurait-il un dernier mot à dire? Non, 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 non. Non, mais non, dans ce cas-là, moi je remercie Florence vraiment, parce que sans son travail et sans le travail d'Aline et sans le travail de Stéphane et sans le travail d'Alix, Alix qui prépare la base de données, sachez qu'une base de données est en cours et qu'elle sera en accès libre. Bien évidemment tout le collectif qui a participé à ces journées, c'est un peu aussi la question morale et éthique qu'ils nous imposent, je l'espère, vont reconduire certains objets dans les mois, les années qui viennent. Merci beaucoup.